Hello everyone, bonsoir. Bon, ce soir, nous allons vous présenter exceptionnellement et rarement en français. Bienvenue sur Neurosurgical TV, qui est une plateforme qui a été organisée par Dr. John Bennett. Aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur d'une présentation faite par par Dr. Fa, qui est un neurochirurgien, un résident en neurochirurgie qui est formé à Marrakech. Donc, nous allons commencer par la présentation de chacun. C'est vrai. Donc, nous allons commencer par la présentation de chacun. Sorry, Dr. Jimo, so we'll start by your presentation. I was speaking in French. I don't know if you understand. It's okay. OK. Donc, on va commencer par Dr. Jimo. Thank you so much. Good evening, everyone. I'm Dr. Jimo. I'm a Nigerian neurosurgeon currently in Rabat, Morocco for a fellowship in gamma knife, stereotaxy, and functional neurosurgery. It's a pleasure for me to be with you this evening. OK. Bienvenue, Dr. Jimo, et merci de nous honorer de votre présence. Nous allons suivre par Dr. Nourou. Oui, Nathalie. But me, I will speak English. Yeah, if you wish. I am in residency course in WFS Rabat Center training in Morocco and currently in internship for my 4th years residency in France. Okay. I'm happy to be with you. Thank you, Dr. Nourou, for your presence. Dr. Mako? Dr. Mako? Bon, Dr. Sigdel. Hello, I'm Dr. Brihespati Sigdel from Nepal. I'm head of Department of Otolaryngology and Skull-Base Surgery here in Gandaki Medical College in Pokhara, beautiful city here in Nepal. That okay, is thank my you. identity. Okay. Thank you and welcome, Dr. Sigdel. Et puis, le suivant, c'est Dr. Igor Nietzsche. Okay, thank Dr. you, Nietzsche. Dr. Nathalie. Yes, thank you. You hear me? Yes. Yeah, Thank yes. you. My name is Igor Nietzsche. I'm a neurosurgery resident in Ivory Coast. I'm Cameroonian and happy to be here. Okay, thank you, Dr. Nietzsche. Then Dr. Hugues Dokponou. Dr. Hugues Dokponou. Okay, he's not there. Then Dr. Ndale Geneviève. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Indale Mungole, 4e année médecine Boya. Je suis très honorée de participer à la présentation et que ce soit aussi en français. J'espère que nous allons apprécier. Merci. Ok, bienvenue Dr. Ndale. Bienvenue Ndale et vraiment tu es la bienvenue à toutes nos présentations, même si c'est pas en français. Then Arsène. Arsène Daniel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello everyone, I'm Arsène Daniel from Republic Democratic of Congo. I'm a medical student in the final year and I'm aspiring neurosurgeon. So it is a very pleasure to be a part of this meeting today. Okay. Thank you. Then let me finish by Dr. John Bennett. Hey, hello everybody. Thank you very much for making this a success, Nathalie. You're really showing how Africa is showing in the neurosurgical area. You should be proud. Thank you. Thank you. Donc, Dr. Boiré, on va passer à vous pour la présentation. Donc, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. As soon as you're ready, you can present. That's what I said in French. Dr. Fa? I think you have to unmute yourself. Il faut remettre ton audio. He's got it. He's got it. He's got it. Whoop, Non, tu as coupé ton micro. Boiré, il faut remettre ton micro. Go ahead, Dr. Fa. Go ahead, Dr. Fa.
Oh, let me present Dr. Marco and then we start. Hello, Dr. Marco. We are on the second presentation, so please, can you present yourself? Hey, Natalie. Go ahead, Marco. Yeah, we can get you. What do you say? Sorry. Just please introduce yourself. Yeah. Oh, okay. Sorry, I was on call. So, Okay. okay. My name is Marco Meloni. I'm consultant neurosurgeon in North Italy. Thank you. Okay. Donc, thank you, Dr. Marco, for honoring us of your presence. See you again, Dr. Marco. Now, a long time. Okay. Bon, Dr. Barry, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Hello? Yes, we can hear you. Hello? Yes, we can hear you. Hello? Vous m'entendez? Yes, I can hear you. Go ahead. Yes. Allez-y, Dr. Barry, vous pouvez présenter, partager votre écran avec... Mr. John, I am on my smartphone. I have sent you the file. Oh, okay. Oh, okay. You're going to present on the smartphone? Yeah, yeah. Okay, go ahead. Go ahead. This shows the versatility of this platform. You can actually present on a smartphone. Mr. John, what he's saying is that he has sent you the file so you can access it and screen share while he... Okay, I didn't understand. Okay, let me look for that file. Okay, we're winging it here, but we'll make it work. Okay, yeah, okay, there you go, okay. Okay, so yeah, I can share it. What I'll do, that's what I'll do. Mr. John, you can share my file. Yeah, I see it. Yeah, I got it. Okay. Okay, let me download it. And then I've done this before. What we do is basically I'm going to screen share it and you just tell me when to go. Okay, let me just screen share this. Okay. Oh, okay, good. Okay, now you just tell me where to go, okay? Is that okay? Okay, I can see it. Okay, you can start now. And you can tell me next, okay? But it's not a PowerPoint, is it? Okay, good. Can you see it? Can you see it now? Yeah, I can see it now. Okay. Okay, you want to start? Yeah. Please, John, is it possible to make it larger? Okay, larger. Okay, let me see here. Full screen. Large, okay. Okay, thank you. Is that too large or is that okay? I think it's better. It's okay. Okay. Ok, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je pouvais en fait parler un peu en anglais, mais c'est un travail qui a été fait en français. Je vais essayer de partir doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Je suis résident en neurochirurgie au service de neurochirurgie de l'hôpital Arazi de Marrakech. Ok, good. Now, aujourd'hui, on vous parlera des traumatismes du rachis cervical supérieur. Voilà, les différents points d'entrée des vis dans la fixation cervicale. Donc ça, c'est le plan physiologique. Donc, généralité, rappel anatomique, physiopathologie, classification des traumatismes du rachis cervical supérieur, la prise en charge générale
les traumatismes du rachis cervical supérieur, les points d'entrée des vis et l'évolution générale dans les traumatismes du rachis cervical supérieur. Next. Donc, en généralité, le rachis cervical est constitué de 7 vertèbres, de C1 à C7. Le rachis cervical supérieur est composé de l'articulation C0, C1, c'est-à-dire l'articulation occipito C1, composé de la vertèbre C1, la vertèbre C2 et le disque intervertébral C2, C3. Donc, le traumatisme concerne généralement le sujet jeune et le sujet de sexe masculin, très généralement. Et généralement, il est lié à un contexte d'AVP, un accident de la voie publique. C'est un traumatisme qui peut être vertébro-médulaire. C'est un traumatisme qui est grave par ses séquelles neurologiques et ça constitue une urgence diagnostique thérapeutique. Next. Rappel anatomique. Next. Alors, donc ici, vous avez devant vous les images de l'articulation C0, donc à gauche de l'écran, en haut. À gauche, en haut, c'est l'articulation C0, C1. Next. Donc, ici, en haut, on voit la surface articulaire de C1 avec le condyle occipital. Et la vertèbre C1, bien sûr, avec les masses latéraux de C1, l'arc antérieur, l'arc postérieur de C1. Next. Ici, vous avez une image de la vertèbre C2. On voit bien évidemment l'apophyse épineuse épaisse de C2. On voit également en avant l'os odontoïde, donc, qui s'articule avec l'arc antérieur de C1. Et on voit l'articulation, la facette articulaire supérieure de C2 qui s'articule bien évidemment avec C1. Next. Alors, ici, vous avez l'articulation C1, C2. Donc, c'est une articulation assez mobile. On y voit l'articulation entre l'arc antérieur de C1 et l'apophyse odontoïde qui est maintenue stable, surtout par les éléments ligamentaires, notamment le ligament transverse. Next. Alors, ce diapo concerne surtout la vertèbre, le rachis cervical inférieur, donc qui n'est pas du cheveu traité. Next. La vertèbre C7. Next. Donc ici, vous avez une image des structures, surtout ligamentaires, qui maintiennent en place cette articulation C0, C1 et l'articulation C1, C2. Donc en arrière, on a le ligament nucal, le ligament sus-épineux. En avant, on peut voir le ligament transverse.
et également d'autres structures ligamentaires qui mettent en place cette articulation C1, C2. Next. Voilà, donc ici vous avez une vue postérieure des structures ligamentaires qui maintiennent en place cette articulation. Donc on a, vous avez le ligament cruciforme, le ligament transverse. Vous avez également le ligament vertébral longitudinal postérieur qui continue en fait une prolongation supérieure qui s'insère en haut sur le basillon. Next. Alors, concernant en fait la physiopathologie des traumatismes du rachis cervical, on a des mécanismes lésionnels primaires, donc qui sont des mécanismes en flexion, en extension, en compression, rotation. Donc, ces mécanismes peuvent aboutir à une compression médulaire aiguë. Donc, après ces mécanismes primaires, les mécanismes secondaires également surviennent, peuvent aggraver le tableau. Donc, un peu comme dans le cas des traumatismes crâniens, donc vous avez les mécanismes primaires, et après vous avez les axos. Donc, ici, au niveau médulaire, on parlera des amsos, donc des accidents médulaires secondaires d'origine systémique. Donc, la microcirculation est perturbée, les électrolytes sont libérés, on a des modifications biochimiques, on a de l'œdème médulaire, une perturbation métabolique. Donc, tout ça peut aggraver le tableau d'une atteinte médulaire de façon secondaire. On peut avoir des tableaux particuliers, notamment du choc spinal, le traumatisme médulaire. Next. Alors, ça, c'est la classification des traumatismes du rachis cervical supérieur. Il s'agit de la classification de l'AOSPAN, des traumatismes du rachis cervical supérieur. Alors, elle est classée en traumatisme occipital, donc traumatisme de l'occiput et de la jonction occipito-cervicale. En petit 1, donc en petit B, en petit 2, c'est le traumatisme de C1 et de la jonction C1, C2. En petit 3, c'est le traumatisme de C2 et la jonction C2, C3. Next. Sorry, a little slow here. Alors, donc Yes. ici, on parlera de la notion de stabilité et d'instabilité dans le traumatisme du rachis cervical supérieur. Donc, on disait que le grand 1, c'est le traumatisme occipital et la jonction cervicale. Les grands 2, c'est le traumatisme C1 et jonction C1, C2. Le grand 3, c'est le traumatisme C2 et jonction C2, C3. Alors, donc, ces traumatismes sont classés en différents types. Donc, le type A. Le type A, c'est le traumatisme avec lésions osseuses isolées. Donc, le type B, c'est le traumatisme avec lésions ligamentaires. Le type C, c'est le traumatisme avec déplacement, donc des luxations. Alors, les types A, qui sont des lésions osseuses, sont pris pour des traumatismes qui sont stables. Donc, s'il y a une lésion osseuse sans déplacement, l'os peut consolider. Cela prend du temps, mais l'os va consolider. Il est compté pour un traumatisme qui est stable.
Donc, pour le type B, traumatisme ligamentaire, donc, il s'agit d'un traumatisme qui est stable ou instable. Cela va dépendre du type de ligament qui peut être touché. Alors, le type C, c'est le traumatisme avec déplacement. Donc, déplacement avec ou sans lésion osseuse. Donc, ça, c'est les traumatismes qui sont en fait instables. Alors, donc ça, c'est la notion de stabilité et instabilité. À côté de ça, il y a l'atteinte neurologique qui est codifiée. Donc, d'une atteinte neurologique complète à une atteinte neurologique, une atteinte neurologique complète à un tableau neurologique normal. Ou un tableau neurologique où le patient est neurologiquement difficilement examinable. Alors, j'aurais aimé en fait avoir le curseur pour bien montrer, pour bien toucher les différentes parties. Mais là, c'est sur smartphone, c'est compliqué. Next. Alors, pour la prise en charge des traumatismes du rachis de façon générale, il y a la prise en charge commence avant l'hospitalisation. Donc, ça commence sur le lieu d'accident. C'est la prise en charge pré-hospitalière qui va consister à mettre une mineure cervicale rigide au patient, à éviter de mobiliser le rachis cervical, à maintenir l'axe tête ou tronc. Donc, le patient doit être mobilisé en bloc. La victime doit être mobilisée en bloc. Next. Donc, une fois après avoir assuré l'immobilisation du rachis, le patient, la victime doit être évaluée sur le plan doit être évaluée concernant ses paramètres vitaux. Donc, sa conscience doit être évaluée, son état respiratoire, son état hémodynamique pour entamer rapidement des mesures de réanimation. Un examen neurologique, crâne, rachis, doit être effectué de façon rapide et brève. Next. Voilà. Donc, le patient, une fois acheminé à l'hôpital, doit être pris en charge de façon continue. Donc, soit c'est une victime qui est instable. Dans ce cas, elle doit être mise dans des conditions, voire même en fait admis au déchocage dans un contexte de polytraumatisme. Soit c'est une victime qui est stable. Dans ce cas, on fera un bon interrogatoire et un bon examen neurologique pour pouvoir orienter les bilans paracliniques à demander. Neurologiquement, il faut bien évaluer le patient. Dans ces cas, chercher les signes de compression médulaire et aiguë, de choc spinal. Voilà, apprécier son score ASIA ou son score Frankel modifié. Next. Alors, ça, c'est le score ASIA. American Society of Spinal Injuries. Alors, c'est un score d'appréciation du degré d'atteinte de la moyenne épinière chez un patient qui a fait un traumatisme du rachis. Donc, c'est un score qui parle de A, donc atteinte neurologique complète avec absence de sensibilité et de motricité. B, atteinte neurologique incomplète. La fonction motrice est un peu préservée. Donc, en dessous, donc en dessous du niveau de la tête.
avec une fonction sensitive qui est perturbée. L'atteinte C, c'est aussi une atteinte incomplète. Donc, avec une fonction neurologique, moteur qui est perturbée, qui est atteinte. Une force musculaire qui est moins de 3. L'atteinte de B, c'est une atteinte incomplète aussi. Donc, avec une force musculaire qui est plus de 3, voilà, mais qui est moins de 5. Le E c'est la fonction neurologique qui est normale. C'est un patient qui n'a pas de déficit neurologique. Next. Donc, la prise en charge continue, un bilan radiologique est effectué en fonction, voilà, de l'appréciation clinique du patient. Donc, le bilan radiologique comporte des radios standards du rachis face au profil. Donc, ça peut être des radios standards aussi dynamiques, la J10 du traumatisme, compte tenu de la douleur importante et des contractures musculaires chez le patient. Ou une TDM. Une TDM peut être demandée pour bien apprécier l'atteinte osseuse. Elle peut être demandée d'emblée, donc selon le mécanisme important de traumatisme, ou elle peut être demandée si il y a une image radiologique standard anormale, et s'il y a une suspicion de fracture osseuse sur la radio standard. Donc, l'IRM peut être demandé pour apprécier une atteinte ligamentaire, pour évaluer l'atteinte mésulaire. Next. Alors, la prise en charge, pour la prise en charge, il y a des objectifs. Donc, c'est de lever une compression médulaire, réduire un déplacement vertébral, maintenir la stabilité du foyer fracturaire. Donc, les moyens thérapeutiques sont orthopédiques ou chirurgicales. Orthopédiques, par traction, etc. Chirurgicales, donc par fixation. Les traitements médicaux aussi peuvent être entamés, notamment des antalgiques pour soulager la douleur du patient. Voilà. Alors, les corticoïdes, il y a quelques années, en fait, il y a des études qui le donnaient, mais actuellement, on dit que les corticoïdes n'ont pas trop d'efficacité, n'ont pas trop d'importance. Donc, les corticoïdes ne sont plus recommandés. Next. Alors, donc, pour les indications, un traitement orthopédique peut être entamé face à une lésion qui est stable. Un traitement chirurgical face à une lésion qui est instable. Ça, c'est le principe thérapeutique des traumatismes du rachis cervical. Next. Alors, donc, on a dans ces différents traumatismes, on a des fractures condyliennes. Donc, ce sont des fractures qui sont causées par un traumatisme à haute énergie. Donc, le mécanisme est compressif ou c'est un mécanisme de rotation axiale. Next. Donc, ici, vous avez un scanner de la charnière crânio-cervicale en reconstruction coronale, donc qui montre au niveau du condyle à droite, à votre droite, à droite de l'écran, donc une fracture condylienne qui a l'air stable, qui est en place. Next. Donc ces fractures condyliennes aussi ont des classifications, ont un système de classification, d'Anderson et de Monsanto. Donc, on classe ces fractures condyliennes
en fonction de l'atteinte ou pas donc, ligamentaire. Alors, vous allez avoir des détails par la suite. Donc, cliniquement, le patient va se plaindre de douleur de raideur, une atteinte médulaire avec un déficit neurologique moteur est bien possible chez le patient. Ou une atteinte des racines, notamment du nerf spinal. Next. Donc, c'est une atteinte, c'est une fracture qui peut être bilantée. Voilà. Donc, par des bilans radiologiques standards, donc une radiographie standard du rachis, ou pas une TDM de la jonction crânio-cervicale pour bien apprécier le traumatisme. Et pour la prise en charge, donc elle est faite selon la stabilité de l'atteinte, selon la stabilité de la fracture. Donc pour une fracture qui est stable, c'est un traitement qui est orthopédique, donc une immobilisation du foyer fracturé par une minerve rigide, donc pendant 2 à 3 mois. Pour les traumatismes qui sont en fait, pour les fractures instables du condyle occipital, une stabilisation peut être discutée par voie postérieure, donc avec fusion occipito-cervicale. Next. Alors, après les fractures condyliennes, on a aussi les luxations atlanto-occipitales. Donc, ces luxations sont liées à des traumatismes à haute énergie. Donc, le mécanisme est soit la rotation ou une flexion, extension, provoquant sur les traumatismes. Donc, il y a des facteurs favorisant ce traumatisme, une dysplasie osseuse, une laxité des ligaments et des tissus mous, notamment dans le Down syndrome. Donc, cliniquement, le patient peut avoir des déficits neurologiques, tétraplégie ou tétraplégie. Les troubles cardio-respiratoires sont possibles par compression, bien sûr, bulbaire. C'est une atteinte qui peut être mortelle, bien sûr, par atteinte bulbaire avec des complications cardio. Next. Alors, ici, on a un scanner, bien sûr, en fenêtre parenchymatose, en reconstruction sagittale, prenant la jonction crânio-cervicale, donc montrant cette fixation, ce bâillement entre l'occiput, l'arc antérieur de C1. Donc, on a un bâillement basio-dental, donc très élevé, témoignant d'une luxation crânio-cervicale. Next. I'm sorry, did you say next? Next, yeah. Okay. Donc, luxation atlanto-occipitale. Il est bilanté radiologiquement, donc sur une radio standard ou sur un scanner. La luxation est suspectée, donc devant une puissance importante, une puissance basio odontoïdienne supérieure à 10 mm, une puissance basio-axiale supérieure à 12 mm, voilà, ou la distance entre l'arc antérieur de ce 1 et il devient supérieur à 3 mm. Donc, il y a des rapports de calcul. Donc, le rapport de calcul
la distance, alors, de AB. Donc, la distance AB, c'est la distance entre l'arc antérieur de T1 de pression. Le C2, c'est la distance entre le basillon et l'arc postérieur de C1. Donc, si on fait ce rapport E et que ce rapport est supérieur à 1, donc il indique une luxation antérieure ou subluxation. Donc, si ce rapport est inférieur à 1, il indique une luxation postérieure. Généralement. Next. Voilà. Donc, ici, vous avez ce diapo qui vous explique cette distance. Donc, en croix. Vous voyez les traits en croix entre l'occiput en avant, donc le basillon, et l'arc postérieur de C1, et la distance entre l'occiput en arrière, le poussement, de l'arc antérieur de C1. Donc, on fait ce rapport, on fait le rapport de ces deux distances, donc, qui peut être soit inférieur à 1 ou supérieur à 1. Next. Maintenant, si on pose le diagnostic de luxation, donc la luxation, elle peut être antérieure ou elle peut être postérieure. Donc, une luxation, le sens de la luxation est bien évidemment le sens de déplacement du segment proximal. Donc, le segment proximal, dans ce contexte, c'est l'occiput. C'est le crâne, c'est l'occiput. Donc, on imagine, vous allez voir sur le diapo suivant, donc une ligne oblique partant du pubis, partant de la face postérieure du pubis, qui part vers le canal cervical. Donc, cette ligne imaginaire, donc, si elle est située derrière l'apophyse odontoïde, donc, elle est synonyme d'une luxation antérieure. Par contre, si elle est située derrière l'apophyse, si elle est située devant l'apophyse odontoïde, elle est synonyme d'une luxation antérieure. Si elle est située derrière l'apophyse odontoïde, elle peut être synonyme d'une luxation postérieure. Next. Voilà, donc on parlera de la classification de Trenelli. Donc imaginez cette ligne. En haut, vous avez l'occiput, devant vous avez l'équilibrus. Donc imaginez cette ligne horizontale, cette ligne oblique sur la face postérieure du clivus qui descend vers le canal cervical. Donc sur le A, sur l'écran à gauche, vous avez la luxation atlanto-occipitale type A, donc antérieure. Parce que cette ligne oblique qui descend vers le canal cervical, elle va être située ici devant l'apophyse odontoïde. Donc elle signe une luxation antérieure. Dans le B, au milieu, la ligne, elle va être derrière l'apophyse odontoïde. Une luxation postérieure. Alors, donc le C, c'est la luxation verticale. C'est l'augmentation de cette distance entre, bien sûr, entre le basillon, et l'apophyse odontoïde. Next. Donc, pour l'évaluation radiologique des luxations,
l'examen idéal, c'est l'IRM. Donc, l'IRM va évaluer une atteinte de la moelle épinière et une atteinte ligamentaire. La prise en charge va dépendre, en fait, du degré de l'atteinte. Alors, donc, pour, bien sûr, une atteinte qui est stable, une réduction de la luxation, donc, elle est bien possible, mais il faut éviter les tractions. La traction, elle est contre-indiquée dans la luxation cervico-occipitale. Donc, si la luxation est bien évidemment instable, donc, on peut fixer l'articulation, on peut fixer la jonction, on peut faire une fixation occipito-cervicale, donc qui part jusqu'à ce deux. Next. Donc, après, on a les fractures de Jefferson. La fracture de Jefferson, c'est une fracture due à une hyperextension et une charge axiale provoquant une fracture de la partie antérieure ou de l'arc postérieur de C1. Donc, ce sont fractures de Jefferson, c'est fracture, dislocation des masses latérales de C1. Donc, cliniquement, le patient peut avoir un déficit neurologique. S'il y a un déplacement vraiment important, généralement, il n'y a pas de déficit neurologique. C'est une fracture sans déficit neurologique. Next. Donc, ici, on a le scanner du rachis cervical qui passe par C1 et montre cette fracture, dislocation, cette fracture des masses latéraux de C1. Fracture de Jefferson. Next. Donc, l'imagerie peut comporter des radios simples du rachis cervical. Généralement, l'imagerie idéale, c'est le scanner. Donc, le scanner qui va bien individualiser cette fracture de Jefferson. Également, si il y a un déplacement de fragment ou pas. Next. Next. Peut être effectué pour planifier la chirurgie, pour bien apprécier une atteinte ligamentaire ou une atteinte médulaire associée à la fracture. Donc, la prise en charge est basée sur l'atteinte du ligament transverse. Donc, si ce ligament est intact, on préconise dans ce cas un traitement orthopédique. Par contre, si le ligament est touché, on préconise une fusion C1, C2. Next. Alors, ici, on a ce qu'on appelle la fracture, le hangman fracture en English, la fracture des pendules en français. Une fracture luxation de C2. Donc, c'est une fracture qui est associée à une haute vélocité. Le mécanisme se fait en hyperextension. Donc, hyperextension, compression, qui entraîne une fracture luxation de C2. Donc, elle peut être asymptomatique, ou comme elle peut être asymptomatique. Next. Hangman fracture. Donc, radiologiquement, on peut faire des radios simples du rachis.
donc des clichés de flexion et d'extension pour évaluer en fait la luxation. On peut faire également, donc après ces radios simples, il y a une classification radiologique. Donc c'est la classification radiologique de Lewin et de Edwards, donc des luxations, des fractures luxation de C2. Donc il y a des détails. Donc le type 1, c'est un déplacement, une luxation inférieure à 3 mm. Le type 2, déplacement supérieur à 3 mètres avec angulation supérieure à 11 degrés. Donc le 2A, c'est déplacement inférieur à 3 mm avec angulation supérieure à 11 degrés. Et le 3, c'est la luxation facétaire associée. Next. Voilà, donc ici, à gauche, vous avez une radio standard qui vous montre cette luxation entre C2 et C3. Et la fracture, cette fracture des masses latérales de C2 est visible sur le scanner qui est à droite. Donc, fracture des masses latérales de C2 avec luxation. Donc, c'est une fracture des pendules, Hangman fracture. Next. Donc, la fracture est bien évaluée par un scanner avec reconstruction coronale sagittale. Donc, pour bien identifier les foyers fracturaires et voir le degré de luxation. Parfois, on fait un angioscan pour apprécier ou exclure une atteinte de l'artère vertébrale. Donc, la prise en charge est fonction, bien sûr, de la classification. Donc, pour le type 1, le traitement il est orthopédique pendant 12 semaines. Pour le type B, donc réduction par traction cervicale avec halo. Pour le type 2A, réduction en extension, donc suivi d'un halo. Il faut éviter la traction. Pour le type 3, réduction antérieure C2, C3, et une fusion antérieure C2, C3, ou une fusion postérieure de C1 à C3. Next. Donc, ici, on a les fractures odontoïdiennes. Fractures odontoïdiennes. Alors, donc, c'est des fractures provoquées en hyperextension ou hyperflexion. Donc, chez le sujet âgé, parfois, c'est lié à une chute, des chutes de rotor. Cliniquement, le patient va se plaindre de douleurs cervicales ou de déficit neurologique, son genre absent, mais c'est possible. Next. Donc, on peut effectuer une imagerie pour apprécier les fractures odontoïdiennes, notamment les radios standards de profil et de face, radio standard bouche ouverte. Next. Alors, la classification, la voici. On a la classification d'Anderson. Donc, qui classe ces fractures en fonction de la localisation ou du niveau de l'atteinte. On a des fractures de l'apex, on a des fractures du col, et on a des fractures de la base. Donc, le type. Après, on a la classification aussi de Roy-Camille. Donc, le Roy-Camille, cette classification concerne surtout les types B, les types B d'Anderson, les fractures du col.
basé sur le sens d'orientation du trait de fracture. Donc, on a un trait de fracture horizontal pour le A, un trait de fracture oblique en bas, en arrière, qu'on appelle le haut bar, puis le C, un trait de fracture oblique pour le C, un trait de fracture pour le A, un trait de fracture oblique en bas, en avant, le haut bar. Pour le B, un trait de fracture oblique en bas, en arrière, le haut bar. Et le C, un trait de fracture horizontale, le H-tal. Next. Donc, radiologiquement, on peut faire une radio standard. On peut aussi faire un scanner avec reconstruction pour bien apprécier cette fracture. L'IRM peut être effectué pour chercher une atteinte du ligament croisé ou du ligament transverse, pour apprécier une atteinte médulaire associée. Next. Donc, ici, vous avez un scanner en reconstruction coronale, donc montrant une fracture du col de l'apophyse odontoïde. Next. Donc, la prise en charge de ces fractures va dépendre de leur stabilité ou pas. Donc, pour les fractures de type, donc le type 1 d'Anderson, fractures de l'apex sont des fractures qui sont stables. Donc, le traitement est orthopédique. Pour le type B, les types B sont les plus instables. Les fractures type 2 d'Anderson sont les plus instables. Donc, leur traitement va dépendre du trait de fracture. Si c'est un H-table ou un bas ou un bas. Donc, le traitement peut être par fixation odontoïdienne antérieure ou par fusion instrumentale C1, C2. Les types 3 sont les fractures de la base. Généralement, en fait, sont stables. Le traitement est orthopédique. Next. Donc, maintenant, on va passer à la fixation. Donc, pour la fixation et le traitement chirurgical, dans le cadre du traitement chirurgical de ces fractures, en fait, il y a des points d'entrée. Alors, pour la fracture odontoïdienne, on effectue le vissage odontoïdien, donc un vissage antérieur. Donc, ce vissage antérieur, elle se fait sous scope. Donc, scope, sous fluoroscope de face et de profil. Donc, fluoroscope de face et de profil, on change d'angle. On fait une incision en regard de C2 et C3. Donc, on écarte des muscles, des différents plans musculo-aponeurotiques et cervicales. Donc, pour accéder au disque C2, C3. Donc, on ouvre un peu le disque, une incision antérieure du disque. On va rogner un peu, donc le bord supérieur, antérieur du plateau vertébral de C3. Donc, sous fluoroscope, on fait entrer donc, les mèches et la vis odontoïdienne. Il y a beaucoup d'étapes chirurgicales. Donc, de face, sur un fluoroscope de face, on évalue l'orientation de la vis vers l'odontoïde. Et sur le fluoroscope de profil, donc, on évalue également l'orientation de la vis vers l'odontoïde pour éviter de partir vers le canal vertébral. Next. Donc ici, on a un contrôle radiographique donc d'un vissage odontoïdien de face. Ça, c'est de face. Next. Et ça, c'est des profils.
Donc, vissage longitudinal antérieur de profil. Next. Donc, on a aussi le vissage transarticulaire, C1, C2. Vissage transarticulaire, C1, C2 dans les fractures odontoïdiennes également. Donc, surtout dans le cas des fractures au bar, où le trait il est en bas en arrière, où le vissage antérieur est difficile. Donc, le point d'entrée de la vis, est à 2-3 mm, donc 2-3 mm du bord inférieur de la facette articulaire inférieure de C2. Donc, médialement et supérieurement, donc, on introduit la vis et la vis, elle part après à 40 degrés vers l'articulation C1, C2. Next. Ça, c'est un contrôle radiographique de contrôle. Et ça, c'est une image radiographique de contrôle, donc du vissage transarticulaire, C1, C2. Donc, c'est un vissage qui est bilatéral. Next. Ça, c'est le profil du vissage transarticulaire. Un contrôle radiographique. Next. Donc, ici, vous avez les différents points d'entrée dans le vissage des masses latérales, C1, C2. Donc, masse latérale C1, C2, dans le cadre de la mise en place de vis avec tige pour fixer. Donc, au niveau de ce 1, donc, le point d'entrée, bien évidemment, elle est située au milieu. Elle est située au milieu de la masse latérale de C1. La vis, elle est orientée à 10 degrés, donc 10 degrés en dedans, 10 degrés en haut. 10 degrés en dedans, en haut. Donc, au niveau de C2, par contre, ça varie. Donc, au niveau de C2, à votre gauche, donc, on a 6,20. Donc, 6,20, 6 mm. Le 6 mm en partant du bord inféro-médial. Du bord inféro-médial de la facette articulaire inférieure de C2. Donc, 6 mm en dehors et 6 mm au-dessus, c'est le point d'entrée. La vis, elle est dirigée à 20 degrés en dedans et en haut. Donc, à droite, au niveau de C2, donc, le point d'entrée, c'est à 3 mm. Donc, 3 mm du bord inféro-médial de la facette articulaire inférieure de C2. Donc, 3 mm, 10 degrés, la vis, elle est orientée donc à 10 degrés, donc en dedans, en haut. Next. Donc, ici, on a un contrôle radiographique d'un vissage. Donc, vissage de C1, vissage de C2, donc avec un tige. Avec un tige intersomatique. Avec une tige intersomatique. Next. Donc, pour finir, ici, c'est une photo chirurgicale d'une fixation occipito-cervicale. Donc, la fixation occipito-cervicale, elle commence au niveau occipital, donc elle part au niveau cervical, donc elle peut prendre la vis, elle peut prendre la vertèbre C1, C2, C3 et C4, ou seulement les vertèbres C2, ou seulement les vertèbres C3 et C4. Donc, au niveau occipital, la vis, elle est pénétrée sous
sous la protubérance occipitale externe. Donc, il faut descendre assez bas pour en fait éviter tout traumatisme vasculaire sur le circulaire. Le PCR de la vis donc, est à mesurer avant la chirurgie. Donc, généralement, on a des vis de 6 jusqu'à 10 mm de longueur. Au niveau, ça c'est au niveau occipital. Au niveau cervical, les vis peuvent être insérées donc, selon des techniques. Donc, il y a la technique de Maguire et il y a le roi de Camille. Donc, ici, je vous montre une zone d'entrée. La zone d'entrée ici préférée, c'est à 1 mm. Donc, 1 mm en dedans et en bas du milieu de la masse latérale de la vertèbre. Donc, là où vous voyez la vis, elle est fixée sur la photo, sur la vertèbre C3. Donc, le point d'entrée, c'est à 1 mm en bas et en dedans du milieu de la masse latérale de la vertèbre. Et elle est dirigée en dehors, cette fois-ci. La vis, elle est dirigée en dehors. Next. Donc, ici, vous avez un contrôle radiographique d'un vissage, d'une fixation occipito-cervicale. Donc, il prend l'occipite C1, C2, C3, C4 jusqu'à C5. Next. Concernant l'évolution des traumatismes du rachis cervical, l'évolution est généralement favorable chez les patients qui sont sans déficit neurologique ou qui ont un déficit neurologique incomplet. Pour les patients qui sont complètement déficitaires au départ, donc il y a des complications qui peuvent survenir. Complications cardiovasculaires, infectieuses, digestives, cutanées, des complications de décubitus, une syringomyélie post-traumatique est aussi une complication secondaire tardive. Next. Merci pour votre attention. Thank you. Thanks for your attention. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Poiré. C'était vraiment édifiant, le traumatisme cervical. S'il y a des questions, if there are questions, please, the assistants, you can ask any preoccupation, any worries, any question? Hello, can you get me? Yeah, we can hear you, Natalie. Okay. I thought that maybe I had put myself on, I muted myself. Yeah, I made that mistake. Okay. Hello. Yeah, are there questions for Dr. Boire? Well, I'd just like to comment, Natalie. Well, in English, I'm sorry. But no problem. Thank you for the courage, Dr. Farr, to present from your smartphone. Because when we saw the PowerPoint, you could never know that you were on a smartphone. The quality of the PowerPoint is very clear, very clear. Mm-hmm. So it shows that you can do an effective presentation from a smartphone, which is marvelous. Okay, in next time I'm going. I would like to present with my computer. To show the different parts of the slides.
Okay. But on my smartphone is difficult to show to show Okay. some parts of the slides. Okay. Very good. We'll schedule that. Yeah. Any comments? Any other comments? Okay, I think, John, if I'm not mistaken, I think this is the first time you're ever presenting in French. Well, that's marvelous. This could be the start of a new channel. Yeah. In French, strictly in French, for not only the African French, but the French. Yeah, it could be. The problem is most of your assistants speak English. So okay. While you are still growing up in AFAN, maybe more and more we will get French students who will be much more interested in the Sure, we'd love to do that. We'll go wherever the interest is, and we can easily create a French channel, very easily, where all the lectures, both for neurosurgery and the students too, for medical topics also, we would welcome any student or any neurosurgeon. Just let us know. I'd like to present, or I have an idea. We hope to grow this community, and we think this will be the tool to help us reach out to a lot of the community that has kind of been ignored, and also due to the increase in the quality of technology, we're going to find we're going to get more and more people able to access. The stronger the internet gets, and we all know that we grew up with computers. Everything gets better. Everything gets faster. And so we can be guaranteed this reception and the quality of our transmissions. It's frustrating sometimes when people don't answer, and we don't, the community doesn't know the mute button and doesn't know these things, so it's going to take a time of learning, but we're not afraid to make mistakes. Natalie, we're not afraid. We make them all the time. Yeah, it's true that with time you're getting better than the beginning. Thanks, dear Natalie. Thanks to you. Yeah. Dr. Sigdal, I hope you were not so, how can I say, outlined. I hope you were with us during the presentation. I think she was, but it's hard to say. Your mic. Let me unmute her. You have to unmute. Maybe unmute her. Sometimes I can do it on my end. Okay. Yeah, it's difficult for me to understand the fans' language, but yes, it's good to present from the mobile smartphone. I'm also new user, this technology thing. So I enjoyed the technology, especially technology, and that's good. Yeah, I just met. Yeah. Yeah, I just met him online, and we're just exploring the technology right now. But yeah, a smartphone presentation, it can be done. It can be done. I heard that Dr. Sigdal is from Nepal with Professor Ibe. So meet Professor Ibe. Yeah, he's also presented. He was in France and he presented from a smartphone. Yeah, okay. And we had a Chinese neurosurgeon present from his car after his shift was over. From his car. That not only testifies to the dedication, but testifies to the possibilities. Yeah. Okay. I'm going to present in English next time. Okay, I think it will be good. I think it will be good like that, because though French is there, but it's the English is still the language that reunites all science. So even in our courses here in Abidjan, in Ivory Coast, our mentor, our chief tells us to study much more in English and to try to speak much more of English than even French, because almost all the books are in English. So it's very difficult if you read in another language to communicate outside. It's very difficult. Yeah.
you know, someone's writing to me, and Dal says she wants to present, and maybe she can present in French. You can present Dal in French or English, whichever you prefer. And, okay, I think that I prefer in English because I'm studying in English. Okay, and that's the fine. French. That's fine. Yes. Well, you can present next week on Africa Grand Rounds. But I'll communicate with you about that and try to get you comfortable with the platform. Okay. Yeah, but it seems as if next week we have some people presenting. So we'll reschedule out because we have people presenting up to the 28th of March. So I'm announcing already. There's one of our seniors here, Dr. Conan Andre. Okay. Well, we'll talk. Yeah, we'll talk about that, Natalie. But it never hurts to have a lot of presenters. Yeah, for one session. Yeah, it will be complicated. Oh no, you can make it different sessions. We'll arrange it. We'll arrange it. But I certainly we'll schedule it with Zolo and. Yeah, it doesn't have to be on the same presentation. It can be on separate ones. No problem. Yeah. Okay. So okay, I think you could sign off, Natalie, in French, please. Ok, bon, merci Dr. Boiré pour votre présentation. Dr. Nouro également, c'était très édifiant. Merci Dr. Sigdel. Thank you, Dr. Sigdel, for your presence. I think please continue following. It's really interesting to have people from all around the world. Merci Ndale. I'm happy that you're the second woman here. I'm much more happier. You know, you are very few. You are very few. So don't give up. Continue with us. Thank you, Arsene. Thank you, Ido. And finally, thank you, John, for the opportunity that you're given to us. Really, thank you. Bye to everyone. Thank you. See you next week. Bye-bye. Yeah, see you next week. Bye-bye. Thank you, dear John.